Congress is holding its first hearing on UFOs in more than 50 years. This object you see here was caught on camera flying past the SpaceX rocket just minutes after liftoff last week. Unidentified aerial phenomenon. If it's unidentified, you don't know what it is. L'ISS est soutenu avec enthousiasme par de nombreuses personnes qui s'intéressent au voyage dans l'espace pour eux-mêmes et par les scientifiques qui espèrent réaliser leur propre expérience sur la plateforme. Cependant, elle est depuis longtemps condamnée par la majorité de la communauté scientifique qui estime qu'elle n'offre pas un rapport qualité-prix suffisant, détournant ainsi des fonds destinés à des recherches plus fructueuses. Certains scientifiques affirment que la majorité des études sur l'ISS portent sur des questions techniques plutôt que fondamentales. Cependant, l'une des controverses n'a rien à voir avec la science du tout, et c'est l'affirmation selon laquelle elle est fréquemment visitée par des objets volants qui ne peuvent être identifiés. Pourquoi des ovnis visiteraient-ils la Station Spatiale Internationale? Quelque chose d'horrible est-il sur le point de se produire? Et pourquoi la NASA le cache-t-elle? Rejoignez-nous pour découvrir comment la NASA a récemment détecté quelque chose d'énorme amarré à la Station Spatiale Internationale et tente de le dissimuler au public. La Station Spatiale Internationale tourne autour de la Terre à une hauteur d'environ 250 miles. Elle peut tourner autour de la Terre toutes les 90 minutes grâce à sa vitesse maximale de 17 500 miles par heure. Grâce à la station spatiale, la NASA en apprend davantage sur la vie et le fonctionnement dans l'espace. Ces découvertes permettront à l'humanité de voyager plus loin dans l'espace que jamais auparavant. Elle peut accueillir une équipe de 6 personnes ainsi que des visiteurs. Mesurée depuis les limites de son champ solaire, la station s'étend sur la superficie d'un terrain de football, y compris les zones d'extrémité. L'ISS comprend des modules de laboratoire provenant des États-Unis, de la Russie, du Japon et de l'Europe. Outre les laboratoires où les astronautes effectuent des recherches scientifiques, la station spatiale comporte plusieurs autres éléments. Les premiers modules russes comprennent les systèmes fondamentaux nécessaires au fonctionnement de la station spatiale, ainsi que des quartiers d'habitation pour l'équipage. À l'extérieur de la station spatiale se trouvent des bras robotiques qui ont participé à la construction de la station spatiale. Ces bras peuvent également être utilisés pour déplacer les astronautes lors des sorties dans l'espace ou de recherches scientifiques. Les sorties dans l'espace sont possibles grâce à des sas ouverts et d'autres engins spatiaux peuvent s'attacher à la station spatiale via des ports d'amarrage. Les ports sont les endroits où les croisiéristes s'amarrent et où les visiteurs arrivent. Et ces derniers temps, ce sont les ports qui sont devenus le centre d'intérêt en raison d'événements étranges survenus à la Station Spatiale Internationale. Les ports ont recueilli quelque chose de bien plus intriguant que de nouveaux équipages et des invités humains. Cependant, il existe un autre ensemble d'éléments qui attirent les gens vers l'ISS. Les caméras. L'ISS comprend 4 caméras qui permettent au public d'observer les événements qui se déroulent dans la station spatiale. SpaceX a envoyé 4 caméras vidéo haute définition appelées HDEV, High Definition Earth Viewing Cameras, vers la Station Spatiale Internationale dans le cadre de la mission CRS-3 en avril 2014. Ces caméras ont été installées à l'intérieur d'une boîte de protection sur le laboratoire Columbus de la Station Spatiale Internationale, l'énorme module chromé de l'Agence spatiale européenne qui a été joint à la Station Spatiale en 2008. Les caméras sont connues sous le nom de Columbus Eye et un site web de diffusion en direct est géré par l'Université de Bonn en Allemagne. Une caméra vidéo est dirigée vers l'avant, 2 sont orientées vers l'arrière, le sillage, et une est orientée vers le bas, le nadir. Elles sont reliées à l'ordinateur de la station spatiale par un câble Ethernet et transmises vers la Terre. Étonnamment, les caméras servent à de nombreuses fins. Outre la diffusion d'images vers la Terre, la NASA les utilise pour surveiller le taux de dégradation des images causées par le rayonnement cosmique, ainsi que la durabilité du boîtier de la caméra lorsqu'il est exposé à ces rayons. Les caméras sont logées dans un conteneur pressurisé et à température contrôlée, et leur performance peut aider les ingénieurs de la NASA à déterminer quelle caméra utiliser lors de futures missions. Cependant, l'agence spatiale a été accusée d'éteindre intentionnellement ces caméras pendant la diffusion en direct lorsqu'elle communique des informations qu'elle ne souhaite pas que vous voyiez. La NASA est dans une position unique pour citer des objets bizarres qui ne sont pas d'origine terrestre, en raison de sa position et de sa capacité en tant qu'organisation spatiale. Toutefois, on pense que l'agence filtre ce qu'elle diffuse auprès du grand public. Prenez, par exemple, un récent accrochage qui a conduit les passionnés d'OVNI à soupçonner la NASA de se livrer à une forme de manipulation. Une séquence vidéo montre un objet entrant dans l'atmosphère terrestre pendant une émission en direct, avant que le flux en direct de la NASA depuis la Station Spatiale Internationale ne s'arrête brusquement. La séquence montre un objet incandescent descendant vers la Terre avant que la transmission ne se coupe mystérieusement. Cependant, quel que soit le but recherché par la NASA, cette approche n'arrêtera pas le flux de connaissances sur l'un des sujets les plus controversés qui soit.
En fait, elle semble accroître l'intérêt pour les ovnis, car les gens veulent savoir ce que les autorités tentent de leur cacher. Un chasseur d'ovnis, par exemple, affirme avoir vu 10 ovnis pendant le direct de la NASA depuis la Station Spatiale Internationale. Un homme identifié seulement comme Jeff a fait ses observations. Il a remarqué 10 objets mystérieux tournant autour de l'ISS alors qu'il regardait le live stream de la NASA. Jeff a envoyé une capture d'écran du visuel lorsque l'ISS a survolé l'Atlantique Sud. Jeff a partagé cette capture d'écran avec un YouTuber nommé Michael, qui se décrit comme un gardien de la Terre à plein temps. C'est-à-dire une personne qui surveille les changements sur et près de la Terre afin de découvrir les causes cachées de divers phénomènes. Depuis lors, les captures d'écran sont devenues virales, avec des centaines de milliers de vues. Cette expérience n'est pas sans rappeler le célèbre incident de Mantell, qui a marqué le débat sur les ovnis pendant de nombreuses années. Elle présente également toutes les caractéristiques d'une dissimulation gouvernementale. À l'époque, il était plus facile d'étouffer l'affaire, car le flux d'informations était beaucoup plus facile à contrôler. Thomas F. Mantell était un capitaine de l'armée de l'air avec une grande expérience de vol. Au moment de l'accident, Mantell totalisait 2867 heures de vol dans le cockpit, ce qui indique qu'il n'était en aucun cas un pilote inexpérimenté. L'histoire commence en 1948 lorsque des rapports sur un ovni arrivent à la base aérienne de Godman, dans le Kentucky, en provenance de Fort Knox. L'objet venait d'être repéré par le sergent Quinton Blackwell, l'opérateur principal des tours de contrôle de Godman. Il se souviendra plus tard que l'objet ressemblait à un cône de crème glacée avec une garniture rouge. Le capitaine Gary Carter, l'officier des opérations, a été appelé par l'équipe de la tour et a indiqué l'objet. Le colonel Guy Hicks, le commandant, a ensuite été contacté par Carter. Sur leur route entre Marietta AFB et Stanley Ford AFB, 4 avions de chasse F-51D se sont rapprochés de Godman, et la tour de Godman a demandé au vol dirigé par le capitaine Mantell d'inspecter l'objet. Mantell accepte et commence à monter, accompagné de 2 autres Mustangs, dont le 4e tombe en panne de carburant et poursuit sa route vers Stanley-Ford. Mantell rapporte que l'objet est juste devant moi et au-dessus de moi à 14 000 pieds, se déplaçant à environ la moitié de ma vitesse. 2 des Mustangs ont abandonné la poursuite parce que leur réservoir d'oxygène commençait à manquer, mais Mantell a poursuivi. Et environ 1 heure plus tard, une partie de l'équipe de la tour a entendu Mantell dire « Il semble s'agir d'un objet métallique ou de possibles réflexions du soleil sur un objet métallique et sa taille est énorme. Je suis toujours en train de monter. L'objet est au-dessus et devant moi et se déplace à ma vitesse ou plus vite. J'essaie de m'approcher pour mieux voir. Les autres transmissions du pilote sont confuses et le contact est perdu peu après. La tour Godman, elle aussi, a perdu de vue l'OVNI. C'est la dernière fois qu'ils ont entendu parler de Mantell. Toute autre information qu'il aurait pu fournir concernant l'OVNI est désormais irrémédiablement perdue. De nombreuses tentatives ont été faites pour expliquer l'incident de Mantell, notamment en affirmant que l'objet observé par Mantell était la planète Vénus. Si Vénus est souvent interprétée à tort comme un OVNI, il semble que ce ne soit pas le cas dans cette affaire. Une autre notion a proposé que l'objet soit un ballon météorologique, bien que sur la base de la description de Mantell, un ballon météorologique standard semble être beaucoup trop petit. Mantell, quant à lui, était trop aguerri pour ne pas savoir qu'il fixait une planète ou un ballon météorologique. Une autre hypothèse était que l'objet était un sundog, qui était un type d'illusion optique. Les sundogs, également connus sous le nom de périhélies, sont créés par la réflexion de la lumière du soleil sur des cristaux de glace situés très haut dans le ciel. Ils peuvent apparaître comme un énorme objet lumineux. Cette théorie ne tient toutefois pas la route, car l'objet a été observé sous plusieurs angles, et un phénomène de sundog dépend de la position relative de l'observateur, de la glace et du soleil. Néanmoins, l'attention que l'incident de Mantell a suscité a suffi à mobiliser le gouvernement et le projet Blue Book a été mis sur pied peu après pour persuader le public que les objets volants pouvaient être expliqués. Après plusieurs observations d'OVNI pendant la guerre froide, l'armée de l'air a développé le projet Blue Book en 1952 afin d'expliquer ou de réfuter autant de rapports que possible. Ce projet était destiné à calmer toute panique et à protéger le public d'une grave menace pour la sécurité nationale. Cependant, dans les coulisses, les autorités ont été confrontées à une réalité effrayante. Les rencontres d'OVNI bien documentées impliquaient plusieurs témoins entraînés, des données radar, des photos, des marques au sol et des effets physiques sur les avions, ce qui rendait difficile de rejeter les OVNI comme une pseudo-science ou insignifiante. Et comment s'est déroulé le projet Blue Book? Le major général Sam Ford, directeur du renseignement de l'armée de l'air, indiquait qu'entre 1000 et 2000 rapports avaient été évalués, la majorité d'entre eux étant expliqués.
Un certain pourcentage a été fait par des observateurs crédibles de choses relativement incroyables, a-t-il avoué. Nous essayons maintenant de résoudre ce groupe d'observations. Ainsi, même si le résultat n'est pas concluant, il a permis d'accomplir quelque chose. Par exemple, l'astronome Alan Hynek, un sceptique des ovnis, s'est converti en croyant après avoir conclu qu'il constituait un phénomène authentique qui avait désespérément besoin d'une enquête scientifique, les centaines de cas figurant dans les dossiers du livre bleu n'ayant toujours pas été résolus. Il a également souligné que de nombreuses affaires classées ont été réglées avec des justifications étranges, souvent vexantes, souvent offertes ironiquement par Hynek lui-même. Il semble toutefois que nous soyons de plus en plus près d'apprendre la vérité sur les ovnis de sources officielles. Les autorités semblent être loin d'en avoir terminé avec leurs enquêtes sur les ovnis. La NASA a réuni un groupe d'experts en physique et en astrobiologie, le premier du genre, pour étudier ce que le gouvernement appelle un phénomène aérien non identifié, UAP. Le groupe de 16 membres basera son enquête uniquement sur des observations déclassifiées et d'autres preuves reçues du gouvernement civil et des secteurs commerciaux. Faites-nous savoir ce que vous pensez des UAP dans la section des commentaires ci-dessous.